Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire qui va traiter aujourd'hui de la simplification des processus dans le cadre de dégâts des eaux en période de confinement, notamment grâce à un udimètre connecté. Je vous remercie pour votre participation et comme vous le savez, les temps sont un peu difficiles, ce confinement est plutôt anxiogène et il faut trouver de nouvelles méthodes de travail, et notamment les webinaires, les conférences, les meetings virtuels et autres solutions que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Mehamed Boucherit, je travaille chez KTS, je suis responsable IoT. Thierry? Et bonjour à tous, je suis Thierry Gaillet. J'ai la chance de travailler chez Orange dans l'équipe des partenariats, notamment sur l'Internet des objets. J'ai le plaisir donc de travailler avec ATMS depuis plusieurs années déjà et j'accompagnerai Mehamed tout au long de cet exposé. Merci Thierry. Alors, avant d'aller plus loin sur le sujet, je vais quand même vous présenter le sommaire que nous allons suivre, le fil rouge de ce webinaire. On va tout d'abord démarrer par une présentation de notre entreprise KTS, qui sera suivie par un exemple concret d'application sur l'IoT que nous avons appelé KIM pour Internet and Moisture, notre humidimètre connecté. Enfin, Thierry prendra la parole pour présenter les IoT et les réseaux. Durant cette présentation, je vais vous inviter, s'il vous plaît, à poser vos questions. Vous avez un onglet sur l'outil Zoom qui s'appelle « Questions et réponses ». Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions. Aujourd'hui, ce webinaire, c'est un espace d'apprentissage. On est là pour échanger. Donc, durant toute la présentation et le webinaire, nous aurons un modérateur, Jérémy, qui pourra nous couper à tout moment pour relever vos questions et les poser. Donc, surtout, n'hésitez pas. Sachez également que cette présentation sera partagée. Vous pourrez la télécharger sur notre site kts.com et vous trouvez aussi au sommaire quelques mots-clés qui vous aideront, lorsque vous téléchargerez cette présentation, à aller un peu plus loin dans vos recherches si vous avez la curiosité d'en connaître un peu plus sur l'IoT. Alors, allons-y maintenant. Pour commencer, je voudrais quand même donner un cadre à ce qu'est un IoT, un objet connecté. C'est une nouvelle technologie qui démarre, on l'appelle aujourd'hui le Web 3.0, mais pour beaucoup de personnes encore, on se demande ce que c'est. Un IoT, c'est tout d'abord un objet, une fonction très simple. J'ai pris dans ce slide un thermomètre, à laquelle on va ajouter une fonction de télécommunication. Donc, le thermomètre, grâce à cette fonction intégrée de télécommunication, va pouvoir envoyer à travers un réseau l'information température. Si on arrive à rendre disponible cette information température sur le réseau Internet, on va dire qu'on aura créé un objet connecté. C'est aussi simple que ça. Donc, un objet connecté, c'est un objet qui va rendre son information disponible sur le réseau Internet. J'insiste sur le fait que le secret ou la force de ces objets, c'est leur connectivité. C'est ce qui fait que tous les objets connectés vont pouvoir être exploités. À propos de KTS, nous sommes une société experte en réseau et télécommunications. On a été fondé en 2008, ça fait 13 ans aujourd'hui d'existence. Il y a 2 associés et 20 collaborateurs qui dirigent aujourd'hui les pôles conseil et solutions. Alors, l'objectif de KTS, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et technologique. Aujourd'hui, vous savez, les technologies évoluent à une grande vitesse et suivre cette vitesse exige très souvent d'être accompagné par des experts. C'est ce que nous faisons chez KTS. Une des solutions que nous avons développées, et elle est très importante, je vais vous dire pourquoi dans quelques minutes, c'est KISS, K-Inventory Solution. C'est une plateforme d'inventaire automatisée qui permet à toutes les grandes entreprises de gérer tous leurs équipements. Alors, ça peut aller du bureau, la chaise, mais ça peut être un serveur, un ordinateur,
des switches et tout autre équipement. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle va automatiser complètement les inventaires avec une réduction des coûts opérationnels, avec un gain de temps sur le suivi et aussi un gain de temps sur la réalisation des premiers inventaires. Alors, une des bases de cette plateforme, c'est qu'elle est supportée par des objets RFID, des scanners, des tablettes, qui permet justement un déploiement mobile et très rapide. Alors, pourquoi je disais que cette plateforme était très importante? C'est qu'aujourd'hui, KISS est la plateforme qui supporte toutes nos applications. Entre autres, notre application IoT fonctionne sur la plateforme KISS. KISS est une plateforme très modulaire. Il faut la voir vraiment comme un puzzle sur laquelle on peut rajouter différentes pièces. Derrière ça, comme je vous disais, on était expert en réseau et télécommunications. C'est très naturellement qu'on s'est dirigé vers le développement IoT. Comme je vous le disais, l'IoT, c'est un réseau connecté et c'est ce que nous faisons au cœur de KTS. Au sein de l'activité IoT, nous avons développé 3 grands pôles. Le pôle R&D, le pôle opération et le pôle conseil. Donc, dans le pôle R&D, on développe des produits, du soft et des applications. Dans le pôle opération, on est capable d'accompagner nos clients et de créer des réseaux à la demande. Et dans le pôle conseil, on les aide à suivre cette transformation vers l'IoT, notamment dans l'écriture de cahiers des charges, vers le conseil d'objets ou même sur des études marketing. Alors, on s'adresse à qui? On s'adresse à toutes les activités connues dans le secteur. Ça peut être l'automobile, l'agriculture, l'industrie, le médical ou même les particuliers dans leur propre domicile. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui se développe, le smart home ou même le smart city à plus grande échelle et nous sommes présents dans ces marchés. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous parler de l'IoT, vous savez qu'aujourd'hui, on traite des assurances, des processus et des dégâts des eaux. Il y a un article qui est apparu il y a très peu de temps sur Capital qui traite justement de cette métamorphose des assurances face au confinement. Comment continuer à travailler, comment continuer à diagnostiquer les dégâts des eaux quand on ne peut plus aller chez nos clients. Alors, vous savez, il y a près de 1,2 million de dossiers de dégâts des eaux en France. Donc, même si en période de confinement, ces dégâts des eaux diminuent, n'empêche qu'ils sont très nombreux. Alors, comment ces sociétés d'assurance se sont adaptées pour continuer à diagnostiquer? Tout simplement en mettant en place des diagnostics digitaux. Donc, c'est à base de caméras, c'est à base de photos, c'est à base d'échanges d'emails ou c'est à base de témoignages retransmis par des voies numériques. Alors, c'est bien dans cette idée que notre approche IoT va compléter cette approche. L'IoT va permettre de déporter des mesures sans avoir à visiter le client. Je me demande, Thierry, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur ce sujet? Oui, effectivement. Alors, le confinement a véritablement fait exploser les trafics aujourd'hui sur Internet, hein, que ce soit pour raccorder différents objets, notamment des capteurs, mais aussi des personnes. C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup plus de télétravail, il y a beaucoup plus d'opérations à distance. Et on constate aujourd'hui donc une très grande multiplication du nombre de connexions, beaucoup de trafic, beaucoup de recours en fait à des levées de doute, par exemple sur les alarmes, à des prises de photos si on revient au cas particulier donc de sinistres, des prises de vidéos également. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que la limitation du nombre de déplacements engendre évidemment un trafic bien supérieur, et c'est en cela que des équipes d'Orange sont parfaitement mobilisées pour répondre non seulement à l'augmentation du trafic, mais aussi à la mise à disposition d'objets permettant justement d'appréhender les situations sur place alors que les déplacements sont plus difficiles. Et je dirais qu'au-delà du confinement, je pense que les habitudes vont forcément changer et on est à l'aube vraiment d'une révolution dans le domaine justement des échanges à distance. Et je pense qu'on est là pour longtemps sur cet aspect remote, cet aspect accès distant aux informations, intervention à distance, et tout cela va continuer de croître.
Absolument, hein, je rejoins ton avis. L'objectif, ce n'est pas de rendre la situation plus anxiogène qu'elle ne l'est, mais c'est vraiment d'apporter des solutions pour faire face à ces périodes de confinement, déconfinement. Et c'est bien dans ça que le webinaire s'inscrit. Alors, pour vraiment vous le décrire et vous l'expliquer, on a développé un produit qu'on a appelé KIM. Pour IM, c'est pour Internet and Moisture, qui va aider justement à simplifier les process, depuis le sinistre jusqu'à la clôture du dossier. On sait qu'un dossier de dégâts des eaux, ça peut être plusieurs mois. Alors, on a une moyenne de 4 à 6 mois, et dans le pire des cas, ça peut être 12 mois. Alors, l'idée, à travers l'IoT, c'est comment générer des gains sur la gestion opérationnelle tout en améliorant l'expérience du client. Alors, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, en reprenant le cas concret de comment est géré aujourd'hui un dégât des eaux. Alors, dans un premier temps, on a le dégât des eaux qui est déclaré à l'assurance. Il y a une ouverture de dossier. À partir de là, très souvent, le dossier est transmis à une société pour démarrer le diagnostic et évaluer les dégâts. Alors, la difficulté, c'est que c'est une prise de rendez-vous multiple, puisqu'il va falloir, si les dégâts des eaux sont importants, faire des mesures à plusieurs reprises du taux d'humidité sur les surfaces sinistrées. Donc, ça veut dire prise de rendez-vous téléphonique, par email, recommencer ce processus plusieurs fois. Donc, ça va générer des voyages, une manque de visibilité et évidemment, hein, on le sait tous, le temps, c'est de l'argent. On va immobiliser une personne durant ces transports sans qu'elle ne fasse autre chose. Alors, derrière ça, avant que les travaux ne soient démarrés, il y aura un seuil de taux d'humidité qui va décider si oui ou non les travaux pourront être faits dans le délai. Et ensuite, il y a la clôture du dossier. Alors pour ça, ce générateur de boucles qui fait qu'on est obligé de visiter à plusieurs reprises le client va générer de la frustration et de l'insatisfaction client. Ces coups de fil multiples, ces emails multiples pour une prise de rendez-vous, surtout quand les personnes sont au travail, doivent stopper une journée pour accueillir le technicien, pour faire juste une mesure qui va durer quelques minutes, va augmenter la frustration et l'insatisfaction du client. À ça, KTS répond à une solution en développant une solution, l'IoT. Alors, on a le même processus de départ, c'est qu'il y a un dégât, une déclaration des dégâts des eaux, et à la première visite que nous programmons, nous installons un petit objet connecté qui va permettre quotidiennement de mesurer l'humidité des zones sinistrées. Cet objet va permettre de rendre le suivi de l'humidité des zones sinistrées prédictif. Autant l'humidimètre non connecté, on est obligé d'avoir une présence parce que c'est le même objet qui va mesurer chez différents sinistrés. Cet objet va rester fixé au mur et donner une visibilité sur l'évolution des dégâts durant le temps. Donc l'assèchement, on va avoir une courbe de tendance qui va se tracer à travers un petit outil qui se fait à travers notre plateforme KISS. Et ce rendu sera fait tous les jours ou voire toutes les semaines selon la programmation de l'objet. Et on aura une courbe de tendance qui va nous permettre de programmer la date d'intervention du technicien pour les réparations. On a mesuré un retour sur investissement qui pouvait démarrer dès 6 mois. Et d'un point de vue environnemental, sur la base de 500 000 dossiers, on a mesuré, on a calculé une réduction des émissions CO2 de près de 1500 tonnes. Alors voilà ce qu'apporte l'IoT aujourd'hui, c'est de la simplification et surtout, on a un client final, le sinistré, qui n'est pas sollicité, qui est au calme et qui peut continuer tout en travaillant à son bureau, ne pas avoir à être présent l'heure de la mesure d'humidité. Alors, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne en 4 étapes. Là, hein. Une fois qu'on a pris le premier rendez-vous, on se dirige vers le sinistré, on déballe l'objet, on le prépare, on vérifie sa connectivité en allumant par un petit bouton un petit interrupteur qui nous permet de vérifier notre connectivité au réseau LoRaWAN.
Alors, le réseau LoRaWAN, je laisserai dans quelques minutes Thierry en parler plus en détail. Il a fait l'objet d'un choix très stratégique pour en arriver à cette solution. Enfin, une fois que la connectivité est vérifiée, on fait ce qu'on appelle une prise d'empreinte sur le mur pour installer notre objet connecté dans le mur. Et ensuite, on le fixe avec 2 vis. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On a réalisé plusieurs essais chez des clients, plusieurs pilotes, et en 10 à 15 minutes, l'objet est prêt à être en marche, à fonctionner et à rendre quotidiennement son rendu à travers un dashboard, un tableau de bord qui nous donne les courbes de tendance jusqu'à obtenir ce seuil de démarrage des travaux. Alors, on utilise le réseau LoRaWAN. Sachez que notre objet connecté est breveté et ce réseau LoRaWAN, en fait, il a signé notre collaboration, notre partenariat avec Orange, car Orange a développé un large réseau de communication sur toute la France. Ce que vous voyez ici sur cette photo, c'est notre objet connecté. Et là, ce que vous avez devant, ce sont les pointes que nous allons enfoncer dans les empreintes qu'on aura réalisées dans le mur. Alors, lors du téléchargement de cette présentation, vous aurez aussi accès à une vidéo que je vous invite également à télécharger ou à visionner. Le lien sera dans la présentation PDF que vous pourrez télécharger. Alors justement, merci Mohamed. Pour faire simple, en fait, dans le domaine de l'IoT, et tu as à juste titre beaucoup parlé de la simplicité pour le client et pour donc les personnels qui souhaitent installer ce type d'objet. En fait, c'est assez compliqué pour les partenaires pour arriver justement à cette simplicité finale. Et aucun acteur aujourd'hui sur le marché n'est capable de fournir une solution complète, clé en main, en fournissant tous les éléments de la chaîne de valeur, en partant des serveurs, des réseaux, des objets, des applications, etc. Et c'est pour ça qu'on parle de partenariat absolument indispensable et très fructueux dans l'IoT. C'est véritablement un écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous ensemble pour trouver des solutions, pour simplifier la vie de nos clients et pour leur rendre des services, que ce soit pour améliorer la productivité, réduire les risques, etc. Alors chez Orange, on a essayé de formaliser justement cette approche de partenariat au travers d'un label. Alors vous le voyez ici sous le logo Orange, vous avez donc une phrase qui signifie Data Venue Ready. Tout simplement, Data Venue chez nous, chez Orange, c'est l'ensemble des solutions IoT qui sont disponibles, des ressources mises à disposition pour nos partenaires. Et avec ces ressources, nos partenaires comme KTS font, je dirais, des solutions complètes, verticales, pour les clients finaux. Alors, en quoi consiste justement ce partenariat? C'est très simple, c'est de l'accompagnement, c'est de la fourniture d'éléments, donc que ce soit du réseau, des serveurs, des applications, etc., des objets aussi, des modules, mais également ce sont des opérations de co-marketing, ce qu'on fait aujourd'hui actuellement, mais également des opérations sur des salons, des événements, de la visibilité sur nos plateformes. Ce sont des opérations également d'anticipation. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que nos partenaires qui sont labellisés Data Venue Ready peuvent avoir accès aux technologies futures qui sont dans nos laboratoires pour permettre justement d'étudier les designs de leurs futurs objets. C'est pour simplement avoir un coup d'avance sur les technologies qui vont sortir. Alors sur la slide suivante, on s'aperçoit que finalement, ce qu'on a vu avec Mohamed tout à l'heure, c'était toute cette partie objet à gauche et également l'application. Qu'est-ce qu'on fait chez Orange? On fournit tous les éléments qui sont entre justement ces objets et ces applications. Donc, on a parlé un petit peu du réseau LoRa. Alors, le réseau LoRa, c'est très pratique. C'est un réseau qui est bas débit, longue distance et qui surtout est très économe en énergie. Ça signifie simplement que les objets qui sont utilisés pourront avoir des durées de vie sur batterie de l'ordre de 10 ans, alors que souvent, sur les applications traditionnelles, ce sont des batteries qu'il faut recharger, des piles qu'il faut changer régulièrement, et ça pose des problèmes opérationnels sur le terrain. LoRaWAN fait partie des réseaux qu'Orange a déployés pour justement l'IoT, avec toutes ces caractéristiques de basse consommation, de longue portée. Longue portée, ce n'est pas simplement donc, en pleine campagne, c'est aussi en deep indoor, c'est-à-dire dans les bâtiments. Et c'est le cas évidemment pour l'humidimètre. Il faut qu'à l'intérieur de bâtiments,
on ait cette couverture, cette bonne portée, de manière justement à capter la température, l'humidité, enfin, tous les paramètres qui sont importants à relever. Et dans cette chaîne de valeur, il y a un élément central, ici, sous forme de serveur, de plateforme, alors qu'on appelle chez nous Live Object. Et cet élément, en fait, est tellement central, c'est une tour de contrôle, si vous voulez, de l'ensemble, à la fois des objets, des données qui sont collectées et transmises éventuellement sur les objets, parce qu'il n'y a pas que des capteurs, on a aussi parfois des actionneurs, il y a des ordres qui peuvent passer donc, dans le sens descendant depuis la plateforme vers des objets, le cas échéant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme en fait, offre différentes visualisations, un tableau de bord, et de manière automatisée tous les liens avec l'application. Ça signifie en fait que vous avez la possibilité ici d'échanger dans les deux sens entre la plateforme LiveObject qui est chez Orange et l'applicatif développé par KTS, l'ensemble des informations importantes, soit en temps réel, soit en temps différé, sous forme, je dirais, de batch, d'archivage, qui permettent de retrouver l'ensemble des informations. Donc, vous voyez, ce sont toutes ces briques, à la fois de réseau bas débit, d'Internet, également que l'on fournit chez Orange, qui permettent d'avoir toute cette chaîne de valeur complète et finalement de relier l'ensemble des objets aux différentes applications. Alors, cette chaîne de valeur, en fait, on l'illustre ici avec le réseau LoRa, mais sachez que nous sommes également multi-connectivité. Parce qu'en fait, là, vous avez un capteur qui transmet des informations finalement assez courtes en termes de volume. Ce sont des informations très simples, mais il y a également des capteurs qui nécessitent, par exemple, de l'envoi d'images, de l'envoi de sons, de trames assez complexes avec des signaux, par exemple, qui sont relevés. Et dans ce cas-là, le réseau LoRaWAN ne suffit pas. Et c'est pour ça que sur la slide suivante, vous allez découvrir en fait un ensemble de différents réseaux, sur la slide suivante, voilà, qui vous illustre finalement ce qui s'est passé en termes de réseau, quelle a été l'évolution dans le temps, mais également en termes de besoins, d'usage de ces différents réseaux. Alors, si on revient un petit peu en arrière, on fait un peu d'histoire, hein, on revient donc dans les années 90 avec donc la 2G. Alors, la 2G, ça peut faire sourire, mais en fait, c'est toujours très utilisé, et notamment encore dans l'IoT. Vous savez qu'on a des millions de véhicules, par exemple, sur des flottes de véhicules qui sont connectés en 2G, et pas qu'en France, hein, dans le monde entier, en fait, on opère de très vastes applications avec de multiples véhicules qui sont connectés toujours en 2G, avec évidemment des accords de roaming avec la plupart de tous les opérateurs dans le monde. Donc c'est très important de conserver justement cette faculté de communiquer. Alors évidemment, la 2G a évolué en termes donc de débit et puis d'implémentation. La 3G est apparue pour avoir des débits plus importants. Et puis vous connaissez tous, bien évidemment, la 4G, qui en fait est illustrée aujourd'hui, pardon, est illustrée aujourd'hui sur vos différents smartphones avec ce qu'on appelle également le LTE, c'est-à-dire Long Time Evolution. Et cette 4G, en fait, permet des débits très importants, notamment pour des usages, encore une fois, de vidéo, de la transmission d'images à haute résolution, du son mêlé à d'autres données, etc. Donc, on a vraiment la possibilité, avec la 4G, de faire beaucoup de choses. Alors, évidemment, il y a toujours un compromis à trouver entre le débit qui est proposé et l'autonomie des objets. Et c'est un petit peu ce qui est illustré sur le graphe que vous avez donc à gauche avec les axes. Plus le débit monte, en général, plus l'autonomie baisse. C'est tout à fait normal puisque l'objet communicant est souvent sur batterie, sur une pile, et il faut faire attention donc à sa consommation, à son émission. Et plus il va émettre, plus il sera régulièrement connecté, moins son autonomie sera grande. Et il y a toujours un compromis à trouver. C'est pour ça que chez Orange, on a toute une palette de réseaux qui est à votre disposition, justement pour trouver le meilleur compromis, et ce, en fonction des usages. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, les usages ici qui sont exprimés à droite vont dicter le choix des réseaux. Et vous trouvez dans ces usages, typiquement,
encore une fois, donc la visio pour la 4G. Vous trouvez des applications avec peu de latence pour, par exemple, de la supervision de données de santé. Tout ce qui a trait finalement à du temps réel reste en 4G. En revanche, des applications qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qui ont besoin d'un petit peu moins de débit que de la 4G, donc typiquement en dessous de 100 kilobits par seconde, en dessous de 300 kilobits par seconde. Vous avez beaucoup d'applications de tracking, de suivi de véhicules en temps réel, de la prise d'images, non animées, mais des images fixes. Toutes ces catégories d'usage sont traitées par un réseau qu'on appelle chez nous le LTEM. Alors le "-M" signifie simplement que c'est une déclinaison machine to machine, donc pour l'IoT justement, du LTE. Donc vous voyez que c'est en fait une diminution des débits du LTE, mais surtout des fonctions complémentaires qui sont offertes pour les objets et qui permettent d'économiser énormément la consommation des batteries et aussi d'augmenter la couverture. Donc vous avez de multiples options complémentaires qui sont d'ailleurs gratuites par rapport aux abonnements LTE, mais qui sont dédiées à IoT et qui forment le LTE. Donc qui pourra faire l'objet d'un webinaire tout à fait particulier. Et si on revient maintenant à LoRaWAN que KTS utilise donc pour ses capteurs d'humidité, eh bien, on retrouve beaucoup d'applications dans ce qu'on appelle le smart metering, c'est-à-dire la télérelève de compteurs, ce qu'on appelle aussi le street lighting, c'est-à-dire en fait le contrôle, par exemple, dans les villes de luminaires, de candélabres, typiquement, par exemple, pour les éteindre lorsqu'il n'y a personne dessous. Vous avez énormément d'applications également interactives avec des boutons de satisfaction. Vous savez, ce qu'on trouve de plus en plus dans les lieux publics pour exprimer la satisfaction ou l'insatisfaction lorsqu'on quitte un lieu. Beaucoup de ces objets sont connectés en LoRaWAN, encore une fois, parce qu'il y a finalement assez peu d'informations à transmettre. Ce sont des informations tout à fait simples et qui nécessitent en revanche une très grande autonomie, plusieurs années, jusqu'à 10 ans d'autonomie sur des boîtiers que les clients n'ont pas envie de changer. Donc voilà un petit peu la configuration actuelle des différents réseaux que l'on propose chez Orange. Et encore une fois, le partenariat avec des sociétés comme KTS permet justement de choisir ensemble les différents types de réseaux pour qu'ils soient bien adaptés au mode de fonctionnement. Alors sur la slide suivante, nous allons montrer Avant de en passer à la fait... slide suivante, Thierry, c'est Jérémy, excuse-moi. Oui, Je me permets de t'interrompre justement je t'en entre prie. deux slides. On a quelques Oui, petites questions. On en a eu aussi pour Mohamed, mais en fin de sa présentation, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye ces questions-là très bien. dédiées à l'équipement après ta, ta- ta Oui, présentation. Mais on a deux questions pour toi. Bon, une où tu as déjà répondu, justement, c'est comment vont évoluer les réseaux, mais en partie tu y as répondu, mais si tu veux compléter dessus. Et aussi une deuxième sur la partie 5G, en fait, ce que va apporter la 5G euh, dans le futur. très bien. Alors j'ai volontairement effectivement limité la partie gauche de l'écran. Normalement, il y a un autre pavé qui apparaît après et qui symbolise la 5G. Alors, que va apporter finalement la 5G dans ce paysage? Alors, il faut savoir que la 5G est multifacette, c'est-à-dire qu'on aura, et c'est la première déclinaison qui va arriver, des débits bien supérieurs à ce qu'on trouve aujourd'hui donc en 4G, même en 4G+. Et donc, c'est un bloc, si vous voulez, qui se trouverait très largement ici. Ce type de débit permettra non seulement d'avoir donc des communications beaucoup plus rapides, mais surtout une latence extrêmement faible. Alors la latence, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le délai que vous attendez directement entre un ordre qui est envoyé et la réponse. Et une latence extrêmement faible permet de prendre le contrôle à distance de différents objets, mais ça peut être aussi des opérations chirurgicales, ça peut être aussi un ensemble d'actions, de la robotique à distance, qui nécessite, encore une fois, des débits très importants, mais une réactivité extrêmement forte. Alors, ça, c'est la première phase de la 5G, c'est vraiment, on se concentre sur les débits et sur latence extrêmement faible. Mais ensuite viendront d'autres aspects de la 5G. Alors, c'est ce qu'on appelle pompeusement le Massive IoT et le Critical IoT, qui sont en fait des déclinaisons très importantes, mais qui viendront un petit peu plus tard que l'évolution des débits.
Alors, le Massive IoT, c'est la capacité à avoir une densité très forte de différents objets. On aura une communication presque chirurgicale, enfin vraiment très très fine et très orientée entre les objets et les antennes, ce qui permettra de limiter la consommation énergétique, mais surtout d'avoir une très très grande densité d'objets. C'est très important lorsque vous avez des usines ou des entrepôts ou même des bâtiments en fait publics où vous avez énormément à la fois de personnes mais aussi d'objets qui seront connectés, d'avoir cette capacité. Et puis le Critical IoT, c'est ce qui permettra justement d'avoir une très grande réactivité sur un très grand nombre d'objets avec, je dirais, des millions d'objets au kilomètre carré. Et tout ça va arriver dans les prochaines années. Donc, vous voyez, on n'en est qu'au début de ce paysage. Mais ce qui est très important de noter, c'est que tout cela est pérenne, en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe, finalement, c'est que le réseau LTE-M, le réseau LoRaWAN seront pérennes. Et non seulement LoRaWAN coexistera donc avec la 5G, donc c'est très rassurant pour tous ceux qui investissent aujourd'hui sur ce type de réseau, mais un réseau comme le LTE-M, qui est une déclinaison donc, IoT du LTE, vont converger complètement vers la 5G. Alors, c'est là où Orange a aussi un rôle, et on n'est pas tout seul, hein. Tous les opérateurs, les grands opérateurs comme AT&T, KPN et autres, on est tous en train de travailler au sein des organismes de normalisation et de standardisation pour faire en sorte que tous ces réseaux que nous avons déployés s'insèrent complètement dans l'ensemble des mécanismes et des déclinaisons de la 5G. C'est très important parce que ce seront des fréquences et des bandes de fréquences qui seront toujours utilisées et ça permet justement de garantir, encore une fois, que tout ce qu'on fait aujourd'hui sera non seulement pérenne, mais sera aussi amélioré régulièrement avec la 5G. Voilà. Et encore une fois, c'est important de noter que tout ça est standardisé à l'échelle mondiale. Ça, c'est vraiment capital parce que seuls des réseaux, je dirais, standardisés peuvent permettre justement d'avoir cette visibilité. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, Jérémy, mais sinon, je vous propose de passer à la slide suivante. Tout à fait. Alors, voilà, quelques exemples. Alors, on va rester dans l'eau, dans l'humidité. J'aime beaucoup ce domaine. C'est une des chances qu'on a de travailler chez Orange, c'est d'avoir beaucoup d'activités liées à de multiples environnements. Donc, la première expérience dont je vais vous parler, c'est celle d'abeilles, hein, de ruches connectées. Alors, c'est une très belle histoire qui a débuté il y a à peu près 4 ans. En fait, c'est un professeur de lycée qui, avec ses élèves, avait commencé avec un Arduino et puis donc quelques objets connectés à tester des solutions pour les apiculteurs. Les apiculteurs ont un gros problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à surveiller ce qui se passe dans les ruches. C'est assez compliqué, hein, c'est encore pire que les masques et les gants qu'on met aujourd'hui pour sortir. Hein. Là, c'est vraiment un habit beaucoup plus complexe qu'il faut enfiler. Et puis, les abeilles sont quand même des animaux fragiles. Il faut faire très attention lorsqu'on se déplace. Et donc là aussi, depuis plusieurs années, il faut vraiment limiter les déplacements, limiter les interactions avec les ruches. Et ce professeur de lycée a créé une entreprise qui s'appelle Hostbee, comme héberger une abeille. Et cette entreprise, en fait, maintenant, a vraiment eu beaucoup de succès parce qu'ils ont réussi à faire un objet connecté qui se glisse dans les trémies donc, des ruches. Et ça permet non seulement de suivre les températures, l'humidité, mais aussi la position des ruches. Alors, vous me direz, la position, c'est un peu bizarre, mais en fait, c'est important parce que les ruches sont souvent volées, malheureusement. Ça coûte cher une ruche. Et du coup, c'est très important de pouvoir retrouver la position des ruches lorsqu'elles sont volées. Et on a eu plusieurs exemples où la gendarmerie a pu retrouver facilement le bien des apiculteurs grâce justement à cette géolocalisation qui était intégrée en fait aux différentes ruches. Mais plus généralement, et de manière plus positive, en fait, ça permet de suivre non seulement la santé des abeilles, mais aussi ce qu'on appelle l'essaimage. Alors, je ne sais pas si vous êtes spécialiste des abeilles, moi je ne suis pas du tout, mais on m'a appris ce que c'était que l'essaimage. C'est une fois par an, en fait, la séparation d'un essaim en 2 parties. En fait, c'est la vieille reine qui quitte l'essaim pour recréer une nouvelle colonie ailleurs.
Et c'est important parce que c'est un phénomène qui peut se détecter assez facilement en fait en suivant la température, en suivant des vibrations dans la ruche. Et ça permet à l'apiculteur très rapidement, quasiment en temps réel, de pouvoir aller rechercher le nouvel emplacement de la nouvelle ruche. Et du coup, au lieu de perdre souvent, comme c'était le cas auparavant, la moitié de sa production, il conserve une nouvelle ruche ou enfin, les princesses actuelles se sont battues pour que l'une d'entre elles devienne reine, et l'autre ruche en fait peut être détectée beaucoup plus facilement parce que l'apiculteur peut se rendre sur place et constater et remettre un nouveau boîtier dans la nouvelle ruche une fois qu'elle sera installée. Donc ça permet de doubler finalement de manière très concrète la production tous les ans, alors qu'auparavant, encore une fois, après l'essaimage, le nouvel essaim était souvent perdu. Voilà, alors deuxième exemple sur la partie basse de votre slide ici, de manière plus prosaïque. Ici, vous avez un compteur d'eau connecté. Alors là aussi, c'est une belle histoire parce que c'est une filiale du groupe Veolia, en fait, qui a décidé, comme d'autres opérateurs de réseaux d'eau, de pouvoir justement équiper ces différents compteurs. Et là aussi, c'était très important de pouvoir suivre, je dirais, en temps réel, l'ensemble de la consommation. Alors, évidemment, pour la satisfaction du client, puisque le client va pouvoir observer sa consommation de manière journalière, mais aussi pour l'entreprise elle-même, parce que ça permet d'optimiser donc les opérations, par exemple sur la maintenance, mais ça permet aussi de détecter des fuites potentielles. Parce que lorsque vous avez un réseau d'eau et que vous avez beaucoup de compteurs, eh bien, ça permet de relever beaucoup plus facilement où se trouve la fuite. Et du coup, en termes d'opération, en termes de maintenance, il y a un gain de productivité et des réductions de coûts énormes. Alors, l'intérêt également pour tous les partenaires, quel que soit leur domaine d'activité, c'est que cela génère un volume très impressionnant. Vous voyez, il y a plus de 3 millions de compteurs qui vont être installés en 10 ans, ce qui a plusieurs bénéfices. D'une part, en termes de couverture, c'est-à-dire que toutes les zones qui sont en milieu urbain ont déjà été couvertes. S'il y a des petits trous de couverture, ils seront comblés de manière justement à s'assurer que la couverture soit parfaite. Et puis, c'est encore un gage de pérennité du réseau LoRaWAN qui est utilisé, puisque ça permet justement d'avoir une très grande densité de compteurs qui sont tous connectés en milieu urbain ou en milieu d'agglomération plus rurale. Alors, si on passe à la slide suivante maintenant, voilà, on va faire un petit zoom tout de même sur le réseau LoRa. Alors, d'une part, nous ne sommes pas les seuls à utiliser donc le réseau LoRa en France. Sachez que tout cela est régi par une alliance qui comprend plus de 500 membres aujourd'hui, alliance mondiale, avec plus de 137 opérateurs dans le monde. Et c'est très important, encore une fois, pour l'évolutivité du standard. Régulièrement, nous avons de nouvelles fonctions qui apparaissent, toujours dans l'optique de faire non seulement baisser les prix des composants, pour que les fabricants d'objets, donc ATS, puissent en bénéficier, mais également pour optimiser la capacité en fait, des différents chips et aussi évidemment pour améliorer l'ensemble de la couverture au niveau mondial. Alors comme je le disais auparavant, c'est un réseau qui est bas débit. Vous n'aurez pas évidemment la possibilité d'envoyer des images, d'envoyer du son, etc. Mais encore une fois, pour je dirais des solutions très simples, c'est largement suffisant, ça consomme très peu, c'est une longue portée. Alors pour vous donner quelques chiffres, ce sont en fait donc de 1 à 15 km la portée que l'on arrive à obtenir entre une antenne et différents objets. Nous avons maillé en fait le territoire national, comme vous pouvez le voir ici à droite. On couvre aujourd'hui plus de 95% de la population, ce qui est très impressionnant. En fait, on a 30 000 communes qui sont couvertes par des antennes. Et comme je le disais, si vous avez par exemple un site en montagne ou un site qui est vraiment très très isolé, eh bien, il est toujours possible d'étendre la couverture en mettant ce qu'on appelle des gateways complémentaires. C'est une solution tout à fait classique qui est proposée par Orange pour améliorer encore cette couverture.
Autre élément important, le réseau LoRa est complètement sécurisé. Ça signifie en fait que tout le long de la chaîne de valeur, nous allons protéger non seulement les données qui sont échangées, donc ça c'est vraiment de la confidentialité des données qui sont relevées, mais on va également s'assurer de l'authentification des différents objets. Et ça c'est très important. Je pense qu'en domotique, vous avez tous entendu les histoires d'objets en fait connectés à la maison qui ne sont pas forcément toujours très protégés. Et bien avec le réseau LoRa, vous êtes protégé par un double niveau de sécurité, à la fois l'authentification des objets pour être sûr que c'est bien le bon objet qui parle, et puis là, le chiffrement, la cryptographie en fait des différentes données, de manière à ce qu'il y ait en fait euh, un ensemble de données qui traversent le réseau de manière sécurisée. Voilà. Alors, si on revient maintenant à la chaîne de valeur sur la slide suivante. Voilà. Donc, on a vu ensemble toute la partie donc, réseau LoRa ici sur le réseau, et on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe sur la plateforme. Alors, j'évoquais tout à l'heure le nom de LiveObject. LiveObject, vous vous souvenez, hein, c'est la tour de contrôle centrale là, qui va régir finalement tout ce qui se passe en termes d'objets, de données, d'événements, etc. Alors, sachez qu'il y a deux manières d'utiliser LiveObject. Il y a la manière humaine, on va dire, avec un portail, où vous allez pouvoir, comme on le voit ici en bas, déclarer en fait vos différents objets. Vous allez pouvoir les observer sur une carte, c'est-à-dire tout votre parc ici d'objets va pouvoir être situé non seulement sur la carte en termes de position, mais également en termes d'état. C'est-à-dire qu'on va vous dire typiquement à quel niveau de batterie se trouve l'objet, est-ce qu'il y a des interventions à faire dessus, etc. Côté données, vous avez toutes les trames ici qui remontent. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez des trames qui remontent d'un objet, imaginez par exemple un objet qui vous remonte, par exemple, 70 B7. 70 B7, c'est peut-être la trame qui va partir de l'objet et qui va être récupérée sur LiveObject. LiveObject va décoder en fait cette trame, qui est très courte, et va dire, eh bien voilà, il y a par exemple 70% d'humidité sur le 7e étage du bâtiment B. C'est typiquement ce genre d'opération que cette plateforme est capable de faire. C'est-à-dire qu'on traduit en termes prêts à utiliser pour le métier qui se trouve ici, hein, au niveau de l'application de KTS. On l'a traduit de manière non seulement lisible, mais également indexable. Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir faire des recherches, on va pouvoir faire des traitements, des visualisations directement sur cette plateforme, de manière justement à traiter les différentes données. On est même capable de détecter, par exemple, des seuils. Ça veut dire que si on a un dépassement, par exemple, je ne sais pas, à 75% d'humidité, eh bien, on est capable en fait de notifier une alarme, alors soit sur l'objet s'il le supporte, soit sur une plateforme en fonction des seuils. C'est ce que j'évoquais quand je parlais d'événements, c'est ça ce qu'on appelle les événements. Finalement, c'est la capacité à réagir en temps réel directement au niveau de la plateforme. Alors pourquoi on fait tout ça chez Orange? Eh bien, c'est pour simplifier les échanges ici avec donc les différents applicatifs. C'est ce qu'on appelle des API, hein, ce sont des interfaces de programmation, et c'est complètement ouvert et ça permet de manière la plus simple possible de préparer les données, de préparer les événements, de préparer l'ensemble des données sur le parc installé, de manière à ce que l'application puisse être développée. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça peut faire l'objet de questions tout à l'heure. Et j'aimerais maintenant passer à une slide suivante pour revenir sur donc ce qui s'est passé, parce que au-delà de la technique, c'est une belle aventure humaine hein, qui lie donc KTS à Orange. On travaille ensemble depuis plusieurs années. Là, vous avez un exemple avec Jérémy qui est en ligne. Hein, c'est Jérémy qui prend les questions, qui était donc avec nous sur le stand du CIDO en 2018 pour présenter un prototype. Alors, la forme de l'objet a d'ailleurs un petit peu changé. Hein. On a donc aidé chez Orange également au niveau du design des antennes, par exemple. Les antennes, c'est un métier très spécifique pour être sûr de maximiser la couverture. Et donc, ça permet vous voyez, d'accueillir nos partenaires sur nos stands, de manière justement à les rendre visibles et surtout à nouer des contacts potentiellement avec d'autres partenaires qui sont
soit eux aussi sur nos stands ou qui visitent en fait ce genre d'exposition. Au centre, donc, vous avez à gauche Mohamed Kadri, donc, qui est le cofondateur de KTS, différentes personnes d'Orange qui ont aidé donc, au projet. On retrouve Jérémy. Et puis à droite, vous avez Mohamed, donc, un extrait de la vidéo d'ailleurs dont il a parlé et qui sera disponible donc, juste après la présentation. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention pour cette partie. Surtout, je repasse la parole à Mohamed pour faire la conclusion de ce webinaire. Je te remercie Thierry. Juste sur cette slide, tu oublies de te présenter. C'est Thierry Gaillet que nous voyons ici à côté de Mohamed Kadri. Alors, je ne suis pas tout seul. Là, c'est moi, effectivement. Là, vous avez Fabien. Là, vous avez Alim. Alim, très, très grand expert IoT. C'est notre gourou, en fait. J'essaie de le cacher parce que j'ai peur qu'on nous le chasse et qu'on le recrute. Mais effectivement, c'est un grand expert qui a beaucoup œuvré sur la partie technique, pas uniquement sur le réseau, mais aussi sur l'objet lui-même. Absolument. Merci Thierry. Avant de commencer la session de questions et réponses, je veux juste faire un petit rappel de tout ce qu'on a dit sur la solution Kim, qui est une solution parce que c'est un objet et une application qui va apporter une multitude de fonctions. C'est en ça qu'on ne dit pas que c'est un objet ou une simple réponse à une problématique, c'est une véritable solution. On a un retour sur investissement plutôt rapide dans la mesure où il peut démarrer à partir de 6 mois. On est supporté par notre partenaire Orange à travers le réseau LoRaWAN et on continue à travailler et à développer d'autres solutions avec Orange. Et en particulier dans cette période de confinement, le plus important, c'est qu'il élimine les visites chez les sinistrés. Et en conclusion, c'est une petite parenthèse sur l'aspect environnemental, c'est tout de même 1500 tonnes de CO2 en moins dégagées dans l'atmosphère sur la base de 500 000 dossiers, sachant qu'à l'échelle nationale, il y a plus d'1 million de dossiers qui sont traités chaque année sur les dégâts des eaux. Jérémy, j'en ai terminé avec ce résumé. Je suppose qu'il y a des questions, je te donne la main. Et Thierry et moi, on va s'attarder à répondre à ces questions. En tout cas, merci pour toutes ces questions par avance. À toi, Jérémy. Oui, donc durant la présentation, on a eu, pardon, on a eu quelques questions, certaines qui se rejoignaient un petit peu. Je vais te transmettre tout ça. Pendant que Mohamed ou Thierry vous répondront, n'hésitez pas à nous renvoyer d'autres questions. Je les transférerai pour qu'ils vous répondent. Donc les premières te sont adressées, mais Mohamed, c'est très orienté sur l'équipement. Donc on a par exemple quel est le modèle ou l'organisation pour tout ce qui est pour lancer un projet? Est-ce rapide, le mode de fonctionnement, les délais? Je t'en pose 2-3 et puis après on reviendra dessus. Et cette partie-là, il y a quelle est l'organisation aussi si plusieurs pièces sont touchées dans un sinistre? Et ensuite, on a quel est le format et le modèle financier et tarifaire sur l'équipement. OK. Le modèle financier. Juste, alors, la première question, c'était sur le… Tu peux me rappeler la première question, s'il te plaît? C'était sur le mode de fonctionnement? Oui, sur en fait comment sont organisés, comment on un fonctionne projet. pour tout ce qui est lancement de projet, la rapidité, Okay. etc. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Le mode de fonctionnement dans le cadre d'un projet, l'organisation si plusieurs pièces sont touchées, le modèle financier. Alors, pour commencer, dans le cadre d'un projet, il y a 2 types de projets. On a rencontré plusieurs clients, on a déjà déployé quelques applications. Il y a ce qu'on appelle des pilotes. On a des clients qui se sont approchés de nous pour savoir quelle était la valeur ajoutée de notre solution s'ils l'intégraient dans leur processus. Alors, on a réalisé pour eux spécialement, on a chiffré des pilotes de l'ordre de 3 à 5 objets déployés dans différents sinistres. Alors, pourquoi 3 à 5 objets? Parce qu'on a fait un calcul et grâce à 3 à 5 objets, on est capable de mesurer le bénéfice de la solution. En dessous de 3 objets, vraiment, on n'arrive pas vraiment à calculer les bénéfices en termes de déplacement, en termes financiers. Ça, c'est ce qu'on appelle les pilotes. Ensuite, il y a des clients qui croient fermement à la solution et qui se lancent
Et dans ce cas-là, on nous fait une demande d'offre, on répond à cette offre, on transmet des objets et on les aide à faire le déploiement dans les sinistres. Voilà comment on répond sur le mode de fonctionnement. Alors, dans quel délai? Quand c'est un pilote, c'est très rapide, puisqu'on a quelques objets connectés en stock. Quand c'est dans l'ordre d'un déploiement, il faut à peu près une commande 4 à 5 semaines plus tard, on est capable de livrer les objets. Voilà à peu près le délai moyen sur lequel on est capable de répondre, soit sur un pilote ou soit sur un déploiement. Alors, pour la deuxième question, l'organisation dans le cas où il y a plusieurs pièces sinistrées. La réponse, elle se fait en 2 temps. Aujourd'hui, s'il y a plusieurs pièces qui sont sinistrées, la première visite va établir un diagnostic et prendre la pièce la plus sinistrée comme pièce de référence. Donc, on va poser un seul objet pour toutes les pièces et cette seule pièce va être notre référence dans laquelle on va mesurer l'évolution de l'humidité. Alors, pourquoi ce choix? C'est pour éviter de multiplier les objets connectés dans le même domicile, mais c'est surtout pour avoir une solution financière plus viable pour les assureurs et pour les sinistrés. Alors, ça, c'est ce qu'on a choisi de faire aujourd'hui. C'est la solution qui fonctionne. Dans le futur, on a dans les cartons un développement où on est en train de développer des petits humidimètres satellites qui vont se connecter à un seul humidimètre qui va se connecter au réseau et envoyer les informations. Alors, cette solution, elle n'est pas encore disponible aujourd'hui. Donc, c'est bien pour cette raison que la solution que nous utilisons aujourd'hui, c'est on utilise la pièce la plus sinistrée dans laquelle on y colle l'objet. Alors, le modèle, je passe à la question suivante qui traite du modèle financier, combien ça coûte. Alors, on est très dépendant du volume qui sera commandé. Alors, pour répondre à cette question, c'est un peu complexe. Le mieux, je vous invite vraiment, si vous avez un projet ou un pilote, c'est de nous envoyer une demande d'offre dans laquelle on va pouvoir capitaliser les quantités d'autres clients pour pouvoir transmettre le meilleur prix au temps X de la demande d'offre. Ça, c'est ce que je préférerais, enfin, en termes de process, voir se faire dans les jours qui viennent. Donc, le mieux pour répondre à cette question, c'est vraiment de nous faire une demande d'offre et on vous répondra très rapidement sur la base d'un descriptif très complet de ce que contient l'offre. Parce que ce n'est pas simplement un objet connecté. Il faut savoir que le réseau LoRaWAN, il faut le payer. Donc, il y a une petite redevance à payer chaque mois sur le réseau LoRaWAN qui est de quelques euros. Hein, ce n'est pas extrêmement cher. En plus de ça, il y a l'aspect service, puisque nous mettons à votre disposition notre plateforme KISS dans laquelle vous allez avoir le suivi. Alors, ce suivi, soit il se fait en allant sur la plateforme ou soit par des notifications à travers un smartphone. Et c'est pareil, c'est un network qu'il faut payer et c'est quelques euros également. Et principalement, le coût sera supporté à travers l'objet. Donc, l'objet, il y a 2 solutions. Il y a soit un leasing ou soit vous achetez l'objet et cet objet vous appartiendra pour les années à venir. Voilà comment je peux répondre le mieux à cette question. Jérémy, as-tu d'autres questions? Oui, tout à fait. On a quelques autres questions. Alors, toujours d'un point de vue technique, on a une question concernant si une société a déjà des objets connectés, est-ce que la solution que l'on propose peut se connecter ou héberger en fait d'autres équipements sur notre solution? Alors, aujourd'hui, les fonctions humidimètre sont complètement déconnectées de tous les autres objets. C'est-à-dire que la mesure du millimètre, elle appartient à cet objet. Donc, la partager, ça voudrait dire de créer des plateformes de communication entre d'autres objets. C'est un peu l'esprit que j'essayais de vous expliquer il y a quelques minutes à travers des objets satellites qui vont communiquer avec un seul objet. Alors, techniquement, ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, on ne l'a pas envisagé. Donc, il y a quelques minutes, Thierry Gaillet expliquait que tout est standardisé, c'est bien parce que tout est standardisé que communiquer avec d'autres objets, ce sera possible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
D'accord. Alors, après, ensuite, on a une question pour tout ce qui est contact. Donc, là, j'ai regroupé un peu plusieurs questions. C'est quels sont les moyens de nous contacter? Par exemple, qui distribue les équipements? Où est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'il y a un site qui permet de connecter, de contacter ou de commander des équipements? Et comment ça se passe en fait entre la partie contact et distribution, fourniture? Alors, aujourd'hui, on est le contact privilégié, hein. Vous nous contactez, vous faites une demande d'offre et on s'occupera en fait, nous sommes l'interface et on s'occupera de vous livrer la solution. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je voudrais juste ajouter un petit mot par rapport à la slide que vous voyez ici. On ne m'a pas posé la question, mais donc je l'anticipe. C'est que notre équipement connecté possède un code barre, un QR code. Et ce QR code, en fait, va permettre le rattachement entre l'objet et le dossier du client, si bien que toute la saisie est complètement automatisée. Donc, il n'y aura aucun écrit à réaliser l'heure de l'intervention ou de la première visite chez le sinistré. Autre chose, Jérémy? Oui, on a pardon. Quel est le mode de fonctionnement aussi au niveau des SAV sur les objets? Et on est aussi une partie sur quel est le gain qu'on a pu observer lors justement des petits exemples que tu as Ouais. remontés sur les pilotes ou mini-projets de 3 à 5 équipements. OK. Et quel est le Alors, temps de traitement de ces dossiers-là également? Alors, le temps de traitement de ces dossiers, c'est de 4 à 6 mois. Donc, ça, c'est la moyenne, sachant qu'il y a des dossiers qui peuvent traiter sur 12 mois quand les surfaces sinistrées sont tout simplement extrêmement humides. Ensuite, sur l'aspect SAV, l'objet est extrêmement fiable. Vous le voyez sur la photo, il n'y a aucun objet contendant apparent, pas d'antenne. La principale procédure de service après-vente ou de maintenance à réaliser sur cet objet, c'est le remplacement de la pile. Donc, on a fait des mesures et on a fait des expériences sur du long terme. Le même objet peut durer près d'un an sans remplacement de la pile. Donc, j'ai envie de dire, d'un point de vue maintenance, à partir du moment où il sera installé chez le sinistré, il n'y aura vraiment rien à faire. Là, il y a l'objet complètement autonome. L'autonomie lui vient principalement de sa batterie. C'est un objet qui pèse grosso modo 120 grammes, qui a la taille d'un smartphone, hein, j'ai envie de dire d'un tout petit téléphone. Donc, il est extrêmement peu fragile. Ensuite, tu avais ajouté, tu avais parlé du SAV, Jérémy, tu avais parlé d'une autre question. Alors, c'était oui, quel est le mode de fonctionnement sur nos SAV, en fait, comment on est organisé sur cette partie-là? Alors, je vais quand même anticiper quelque chose. Ça ne nous est jamais arrivé aujourd'hui, mais la décision est prise aujourd'hui si jamais un objet tombe en panne chez un sinistré. Alors, on va s'en rendre compte parce que les objets se connectent au réseau régulièrement. Donc, on reçoit des relevés. À partir du moment où un relevé va manquer, on va attendre le second. Si le second manque, c'est qu'il y a un problème avec l'objet. On va tout simplement procéder au remplacement de l'objet. Ça, c'est notre façon de fonctionner. On ne va pas essayer une réparation quelconque de l'objet chez le sinistré. D'accord, après, pardon, on a deux questions qui sont assez liées au niveau justement de la plateforme et du mode de fonctionnement de la communication. On a une question qui est est-ce qu'on peut avoir juste l'objet en fait sans la partie plateforme? Et une autre question qui est assez liée, toujours sur la partie communication. C'est en complément d'une question de tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'on peut justement remonter les informations via API en fait de KISS vers d'autres plateformes Alors, ou ouais. plus globalement en fait importer ou exporter les données sur d'autres plateformes? Et Alors, est-ce que c'est accessible sur d'autres plateformes? alors c'est jouable. Oui, oui. Je vais d'abord répondre à la première question. Est-ce qu'on peut utiliser l'objet seul? Alors, l'objet seul, sa force, c'est sa connectivité. Et dans la mesure où on va utiliser le réseau LoRaWAN, on va tout de suite travailler avec Orange.
Donc, l'objet sans Orange ou sans notre plateforme, en fait, il n'a pas de raison d'être. Donc, aujourd'hui, la réponse très simple que je peux apporter ça, l'objet est forcément rattaché à l'application et à sa plateforme. Il ne peut pas exister tout seul parce qu'il va forcément utiliser le réseau LoRaWAN et forcément utiliser une application dans laquelle les informations seront traduites. Ensuite, est-ce qu'il est possible de faire des passerelles entre le réseau LoRaWAN ou notre plateforme sur d'autres plateformes? Absolument. C'est envisagé et nous travaillons en particulier avec un client aujourd'hui pour que ces informations apparaissent directement sur cette plateforme. Alors, l'intérêt pour lui, c'est d'éviter de multiplier les applications sur son réseau, tout simplement. Donc oui, c'est réalisable. Et nous l'envisageons. D'accord, donc j'enchaîne, hein. On a une question aussi sur la fixation en fait, de l'équipement et comment ça se passe en fait si c'est un support de type béton, donc Okay. un peu plus rigide que du placo Alors, qu'on peut un peu voir justement sur la OK. photo. Alors, dans le cas des sinistres, hein, je disais qu'il y avait 1 200 000 sinistres des dégâts des eaux en France chaque année. C'est près de 70% des sinistres qui sont sur des murs en placo. Donc, 70% des cas, je peux vous assurer que c'est très facile à installer. On a un petit objet qui nous permet de faire une empreinte et ensuite d'installer l'objet. Alors, ça signifie qu'on va répondre dans 70% des cas très facilement à l'installation de l'objet. Il reste les 30% restants. Les 30% restants se partagent entre des murs en béton ou alors des plafonds difficilement accessibles. Alors, quand il s'agit d'un mur en béton, il faut une perceuse. Alors, on a un petit masque sur lequel on va faire des petits trous dans le mur, 2 petits trous, et on va pouvoir installer l'objet. Alors, l'objet, il est capable de fonctionner aussi bien sur du placo que sur du béton. Ça a été prouvé. On a différents abacs et différentes calibrations à réaliser en usine. Donc, c'est juste une perceuse à avoir, 2 perçages et la pose de l'objet. Voilà pour cette question, Jérémy. Okay, d'accord. Là, j'ai une dernière question pour l'instant, n'hésitez Oui. pas. Là, c'est plus sur l'approche communication et marketing. Donc là, c'est est-ce que les assureurs sont-ils prêts à communiquer sur la solution auprès des prestataires et tout ce qui est réparateur? Alors, aujourd'hui, principalement ceux qui communiquent, ce sont les réparateurs. On est en train de travailler avec des assureurs. L'idée que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ait, comme on l'a avec Orange, on veut créer un partenariat avec les assureurs pour qu'ils poussent les réparateurs à déployer ce type d'objet dans leur utilisation de tous les jours. Voilà un peu l'idée d'aujourd'hui. Alors, on est aujourd'hui entre réparateurs et assureurs et vraiment notre objectif futur, c'est plus que du marketing, c'est vraiment une stratégie industrielle et marketing, c'est de créer un partenariat pour que ce déploiement soit systématique. Oui, Jérémy? Oui. Je suis en tac tac. Attends, parce que j'ai plusieurs questions en même temps du coup là maintenant. Alors on a une question pareil, c'est est-ce que cet objet est en lien avec le TH2O disponible actuellement? Alors, non, il n'est pas en lien. Il est différent dans le sens où le TH2O n'est pas connecté. Nous sommes connectés. C'est-à-dire que, la deuxième différence, c'est qu'à partir du moment où l'objet est installé, il est complètement autonome. Il ne demande à aucun moment au sinistré d'intervenir sur l'objet. Le TH2O réclame une intervention du client puisqu'il doit se connecter en Bluetooth et après retransmettre la mesure. Ce n'est pas du tout le cas. C'est comparable, mais la différence, c'est que le sinistré, à la fin, est complètement relax dans la mesure où il n'a rien à faire. Alors, pardon. Alors après, c'est sur notre capacité en fait à rayonner en région, sur le point de vue national. Donc, est-ce qu'on sur un pilote ou sur du projet, en fait, quel est notre Ah non, à l'échelle nationale, alors je vais couper court, excuse-moi Jérémy, mais à l'échelle nationale, on est capable de répondre dans toutes les régions de France. Il n'y a vraiment aucun problème.
là, on est intervenu il n'y a pas très longtemps. Nous y étions, toi et moi, à Tours, à Toulouse. Non, ça pose vraiment aucun problème. Voilà. Après, donc le rayonnement. Après, on a une question qui revient sur la partie tarifaire. Donc, est-ce qu'on peut fournir une fourchette donc, tarifaire pour différents paliers, donc entre 10, 50, 50 ou 100 ou 200 unités? Vraiment, dans la mesure où on est vraiment dépendant des quantités, je ne veux pas dire une bêtise, en fait, en plus, qui serait enregistrée. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous pour la rédaction d'une offre, pour analyser votre besoin, voir comment le déploiement, parce qu'on peut vraiment le customiser, le mettre à votre convenance pour que le prix et le coût soient le plus faible possible. Je préférais vraiment faire une analyse plus fine de votre besoin et vous répondre à travers une offre avec tous les détails qui seront vraiment à la dimension de vos attentes. Je ne veux pas éluder la question, mais c'est tellement particulier cette dépendance avec les quantités que ça peut être très risqué pour nous de donner un chiffre qui s'avérerait après, qui pourrait prendre 20 ou 30% derrière du fait d'une quantité plus faible que ce qui était attendu. Mais il n'y aura pas de surprise, hein, vous inquiétez pas, on est très compétitif. Voilà, après, je pense qu'on a fait le tour. On a une question sur la liste des participants est-elle communicable, par exemple? Là, je ne pense pas. Là, je vais répondre au nom de Thierry et de moi-même. Il faudrait que je demande à tout le monde s'ils sont prêts à ce que je communique leur adresse électronique. La réponse est non. Je ne peux pas communiquer, je ne peux pas partager ce portefeuille d'adresses. Il est confidentiel. Tu me rejoins dessus, Thierry? Oui, absolument, c'est une pratique. En revanche, Mehmet, si tu pouvais revenir peut-être sur ton adresse email sur la première slide, Oui, de je manière à vais ce le faire. que nos Ouais. auditeurs puissent voir ton mail, ton contact. Très bonne remarque, oui. Alors, sur Sur la la première. première slide, Tout à vous fait. allez avoir mon adresse email. Alors après, vous pouvez naviguer sur kts.com. Alors, vous avez l'adresse email de Thierry Gaillet, hein, thierry.gaillet@orange.com. Et vous avez mon adresse électronique également, à partir de laquelle vous pouvez me contacter. Je peux aussi donner mon numéro de téléphone. Donc, c'est mehamed.boucherit@tns.fr. On va vous remettre hein, cette présentation. Et pour ceux qui seraient intéressés de m'appeler directement sur mon téléphone, aucun problème à le partager. 07 67 79 29 12. Merci Thierry. C'est un super complément avec ta tablette. Je ne sais pas si Jérémy, il y a d'autres questions. Non, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions Alors, auxquelles tu n'as pas pu répondre. J'essaye de répondre à tout le monde, hein, ouais, mais après, oui, de toute façon, c'était beaucoup aussi lié sur, sur comme l'a l'objet. souligné Thierry, Ok, sur aussi les coordonnées en fait pour avoir plus d'accord. d'informations. Donc, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas Ouais, à nous contacter pour absolument, monter des absolument. points. Je me permets, hein, Mehmed, Alors, pour monter des points avec vous et de rentrer un peu plus dans le détail, à vous apporter un peu plus de précision. Alors, je pense que je vais clôturer la session s'il n'y a pas d'autres questions. Je tiens à tous vous remercier vraiment de votre participation. Je vais donner aussi la parole à Orange, mais au nom de KTS et d'Orange, merci beaucoup pour votre participation et votre question. Hyper intéressante, vraiment très très riche. Sachez que nous allons mettre en ligne cette présentation et la vidéo à travers laquelle vous pourrez revivre ce webinaire. J'espère que votre expérience a été complète et on a répondu également à vos questions. Thierry, si tu as quelque chose à ajouter, je te laisse les derniers mots de la fin. Simplement, merci. C'est toujours un plaisir de travailler avec ATS et ravi de répondre à des questions complémentaires par mail si vous le souhaitez. Très bonne journée et prenez soin de vous. Surtout. Merci, prenez soin de vous et surtout, à très vite. Au revoir.